Hola, bien. Bonjour, bienvenue à tous à cette séance du Forum de la Culture 2023 ici à l'espace Fondation Telefónica. Le Forum de la Culture a commencé hier et fini aujourd'hui. Beaucoup de participants ont été très intéressants et notre session la plus intéressante c'est bien celle d'aujourd'hui. Nous avons deux personnes très importantes que je vais présenter maintenant. Tout d'abord merci à la Fondation Telefónica et au Forum de la Culture pour m'avoir invité à modérer cette séance. Je crois que quand nous allons sortir d'ici, nous aurons appris vraiment des choses très intéressantes et très importantes. Alors je me présente rapidement, moi je coordonne les interviews et les prépublications au supplément IDEAS de El País, entre autres. Et ici avec moi nous avons deux personnes qui sont très essentielles pour comprendre la France d'aujourd'hui, l'Europe et le monde aussi. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter Boris Cyrulnik. Il est neurologue, psychiatre, éthologue, psychoanalyste. Il est convaincu par l'égalité. Il pense qu'avant de naître, il est important pour les enfants d'avoir une bonne situation du père et de la mère pour que l'enfant naissent de manière égalitaire et les premiers jours d'un bébé sont importants dans ce sens. C'est également une personne qui a répandu le concept de la résilience pour les êtres humains. Son père d'origine ukrainienne et sa mère d'origine polonaise étaient tous les deux juifs et malheureusement sont décédés au cours du régime nazi. Après la Deuxième Guerre mondiale, Boris était orphelin. Est-ce qu'il entend ce que je dis ? Il a été caché pendant 2 ans dans un appartement. Il était vraiment seul, comme ce qu'il raconte dans sa biographie qui s'appelle « Je me souviens ». Un soir, il a été arrêté, mais lui, au lieu de penser que c'était bizarre que deux agents arrêtent un enfant, il a pensé que c'était bizarre que les agents portent des lunettes de soleil. Voilà, lui, en tant qu'enfant, c'est ce qu'il a pensé. Pourquoi ils portent des lunettes de soleil ? Ils ne vont rien voir, il fait nuit. Ensuite, il a été emmené à une synagogue à Bordeaux avec d'autres juifs. On donnait du lait aux enfants, mais lui, il a décidé de s'échapper, de se cacher, et il a réussi à faire en sorte de ne pas être emmené et de s'échapper. Une infirmière l'a aidé ensuite à se cacher. Ensuite, il a été dans des maisons d'accueil et finalement, il a terminé chez une de ses tantes. Il a découvert l'amour familial et là, sa vie a changé. Voilà, lui, il se demandait pourquoi cela est-il arrivé à mes parents, pourquoi on veut me tuer. Il ne comprenait rien et il a mis 64 ans à parler de son histoire et je vais arrêter de parler. ¿Y la gente cómo entiende? Vale. Okay. Que vous racontez dans votre biographie, et j'ai raconté que ça vous a pris 64 années, 84 années de raconter votre histoire. 64. 64. 44. 64, je crois. Non? 44? D'écrire votre histoire. 44. Ok, 44 años. Voy con Philippe Lançon. Philippe Lançon est un écrivain, un collègue, c'est un journaliste qui travaille à Libération et c'est un collaborateur aussi de Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, ça a été un des survivants d'un terrible attentat des frères terroristes. Sa mâchoire a été détruite. Les terroristes ont cru qu'il était mort, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé. Ensuite, il a été envoyé à l'hôpital et après de nombreuses interventions, il a guéri.
dans El Colgado, il y a une leçon de sincérité. Il parle de ce qui s'est passé, que tout est devenu brumeux, précis, et que c'est très compliqué de trouver les mots pour parler du moment de l'attentat. Et dès qu'il trouve ces mots, il les perd une nouvelle fois. Vargas Llosa, il y a quelques années, a écrit que quand un ami lui a dit qu'il avait guéri de sa mâchoire, il a tremblé. Alors je pose les questions en français alors, non? Sont des victimes et des témoins de la haine plus atroce. Ils connaissent les sons les plus le pire de l'âme de l'homme. Et nous savons de la chance parce que les deux sont ici avec nous aujourd'hui et on peut leur faire des questions. Je voulais vous demander, pour commencer l'entretien, est-ce que vous pourriez me décrire quel genre de haine vous savez était sujet de quel genre de haine avez-vous été le sujet ou la victime? Pour commencer à parler, c'est la première question. Alors, j'emploie pas le mot victime, parce que le mot victime dépend, c'est un mot pour juriste, et je suis psychologue. Donc j'emploie le mot blessé, parce que il y a une thérapeutique possible, on peut soigner les gens qui ont été blessés par la haine. La haine que ma famille a subie, puisque ma famille a disparu pendant la Shoah, pendant ce que vous appelez l'Holocauste, j'ai été arrêté à l'âge de 6 ans par la police française associée à l'armée allemande. Et la haine que j'ai connue, c'est ce que j'appelle la haine froide. C'est-à-dire que on voulait, la Gestapo française voulait me tuer sans haine brûlante. La haine brûlante, c'est quand je perds la tête, je suis en rage. Alors que là, c'était une haine glacée, c'était écrit, il y avait l'ordre, était arrivé, on pouvait me tuer, comme on a tué ma famille, sans haine apparente. Parce que la technologie permettait de contrôler la haine, et la haine est une passion. Alors que la passion, comme l'amour. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'on passe de l'un à l'autre. Hein. Donc, c'est un mot, la haine que j'ai connue était une haine technique, une haine froide. Il fallait exécuter des ordres sans passion, en faisant son travail quotidien. Alors que la haine stéréotypée, c'est la haine brûlante, où on perd la tête, on veut détruire l'autre. C'est plus proche de la rage, alors que moi j'ai subi la haine glacée d'un fonctionnaire d'État qui peut tuer des centaines de milliers de personnes sans aucune culpabilité. Je viens de citer Hannah Arendt quand elle a vu Eichmann à Jérusalem. Merci. Et Philippe? Eh bien, pour reprendre ce que vient de dire Boris, moi aussi je considère que le terme de victime ne s'applique, en tout cas je ne l'applique que pour des raisons juridiques, quand il y a des droits que je dois faire valoir en tant que victime. Pour le reste, j'essaie de ne pas faire déborder ce terme de cette acception, aussi pour des raisons presque, je ne dirais pas de style, mais de contenance et de pudeur d'une certaine façon. C'est-à-dire que je ne veux pas que ce terme éclabousse absolument à la fois toute ma vie et toute la vie des gens qui me connaissent. Donc il est réservé à ça. Et pour le reste, d'ailleurs, je suis effectivement un blessé, et même, pour reprendre la terminologie exacte, un accidenté, puisque j'ai subi un accident du travail. Hein? Donc c'est ainsi que les choses sont déterminées. Ça, c'est du droit du travail.
Et pour revenir à la question de la haine, alors Boris parlait de la haine froide des fonctionnaires de l'État français qui agissaient avec un enthousiasme idéologique sous l'ordre des Allemands, ou même pas idéologique d'ailleurs. Alors là, que dire? C'était pas non plus de la part des deux frères Kouachi qui sont rentrés dans les locaux de Charlie Hebdo de la haine brûlante, au sens où ils avaient prémédité leur acte. Donc ce n'est pas comme si deux personnes sont dans un bistrot, l'un insulte l'autre et l'autre répond sous l'effet de la haine violente et le tabasse ou lui saute dessus. Donc c'était quand même prémédité. Donc je vais faire un compromis. Je dirais que c'était une haine chaude. C'est-à-dire que ils étaient armés, très probablement, parce que finalement on sait assez peu de choses. On sait un certain nombre de choses, mais par des terroristes qui eux, donc de Daesh, qui eux étaient relativement froids, au sens où ils ont un programme de liquidation d'un certain nombre de gens qui liquident en général comme Charlie, parce que ils représentent des symboles. Le problème, c'est que derrière les symboles, il y a des hommes. Mais les frères Kouachi, eux, très probablement, je dis bien très probablement parce que je ne suis pas dans leur tête, hein, et maintenant ils sont morts donc depuis longtemps, agissaient à la fois en outil de ce programme idéologique et sous l'effet quand même d'un sentiment violent d'indignation contre un journal qu'ils n'avaient probablement jamais lu d'ailleurs véritablement, qui représentait l'essence du blasphème. Et donc c'est ces deux personnes armées de Kalachnikov qui sont rentrées là, et pour dire qu'ils tuaient un symbole et donc des hommes derrière ce symbole, c'est que quand ils sont sortis du journal, ils n'ont pas dit on a tué les gens de Charlie, les employés de Charlie, ils ont dit on a tué Charlie. Donc ils confondaient le symbole et les hommes, ce qui d'ailleurs, là je parle sous le contrôle du psychiatre, est quand même, je dirais peut-être pas le signe d'une psychose possible, mais pas loin, confondre la réalité et le symbole. La réalité, c'est la vie des hommes, hein, en l'occurrence, hein, des hommes qui étaient dans une conférence de rédaction dans laquelle j'étais, et qui étaient en train de discuter d'un certain nombre de choses comme on le fait dans un journal, et puis des gens qui rentrent et qui tuent le symbole, donc les hommes qui sont derrière le symbole, voilà, qui confondent les deux, littéralement. Ce qui explique aussi doublement l'extrême violence de l'acte vécu, subi, mais aussi très probablement la violence qu'ont ressentie les survivants, y compris ceux qui n'avaient pas été blessés, parce qu'ils ont bien eu l'impression, c'est ce que j'avais essayé de résumer dans mon livre à un moment donné, de rentrer. Vous savez que Charlie est un journal de dessin, de caricature, et tout à coup ils rentraient dans une caricature eux-mêmes. On rentrait dans un univers violemment, absurdement symbolique, dont nous étions à ce moment-là les victimes, les cibles. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, vous savez changer beaucoup parce que le temps a passé, évidemment. Et je crois que, je commence par Boris, Monsieur Cyrulnik, il y a le compagnon de votre tante qui vous a, à un moment, aidé à voir d'une autre façon la vie. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct, mais je dis souvent quelque chose qui étonne les gens, c'est que j'ai plus souffert de l'après-guerre que de la guerre. Parce que pendant la guerre, le monde était clivé entre ceux qui me protégeaient, les justes chrétiens, qui représentaient pour moi la protection, la sécurité, la gentillesse, et ceux qui voulaient me tuer, c'est-à-dire la Gestapo et le nazisme. Et je dis bien le nazisme, je n'ai pas dit les Allemands, parce que déjà parmi les soldats, il y en avait quelques-uns qui ne se laissaient pas embarquer, qui gardaient leur liberté intérieure, et qui ne se laissaient pas embarquer par la haine. Et je pense que quand j'étais emprisonné dans la synagogue de Bordeaux, qui était transformée en prison, il y avait des barbelés, il y avait des soldats en armes partout.
tous les soirs, un soldat venait s'asseoir près de moi. Il parlait pas français et il me montrait des photos. Et d'après ses gestes, je comprenais que je ressemblais à son petit garçon. Et il venait me parler parce qu'il voulait penser à son fils. Donc c'était une relation humaine. C'était plus du tout la relation de caricature dont vous venez d'analyser très bien. Lui, il avait besoin d'une relation humaine. Et je lui faisais penser à son fils, donc il venait me parler de son fils. Et je comprenais qu'on avait le même âge, je comprenais qu'on était très proches. Donc déjà, je faisais la distinction entre ceux qui se soumettent, alors ce que vous avez dit, une caricature, moi je dis le langage totalitaire, mais c'est sûrement la même chose. Et ceux qui se soumettent au langage totalitaire, stéréotypé, des slogans, des images, si vous voulez arrêter de penser, articulez des slogans. Vous êtes sûr de gagner. Si vous voulez penser, là, il faudra dire je pense, je me trompe, dites-moi quelque chose, expliquez-moi. Et là, il y a une élaboration. Donc le slogan, c'est très bien pour arrêter la pensée. Et effectivement, les djihadistes récitent. Il n'y a pas de réflexion. Au point de départ, il y a une réflexion. Il y a ceux qui gouvernent. Alors eux, ils ont une pensée, ils ont un programme à réaliser, mais les autres sont des outils. Et ces outils ne pensent pas. Donc, je ne sais pas, je suis très content de ma réponse, mais je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question. Je vais vous demander du compagne de votre tante. Oui, c'est ça, oui. Aucun rapport. Alors, après la guerre, la sœur de ma mère m'a retrouvé après la guerre, et elle vivait avec un homme que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a aidé à me reconstruire, parce que cet homme était un savant. Donc pour moi, je me suis dit, si on veut retrouver sa liberté, il faut savoir. Et il jouait au rugby. Alors je me suis dit, quand je serai grand, je jouerai au rugby. Et à ce moment-là, je suis sûr d'être heureux. Si je peux savoir. Donc il me donnait, cet homme m'a beaucoup fortifié, sécurisé, parce qu'il m'a donné en psychologie ce qu'on appelle un modèle identificatoire. Ce qu'il est, quand je serai grand, qu'est-ce que j'aimerais l'être? C'est un modèle identificatoire, il me l'a offert. Et Philippe, pour vous, je crois que ça a été important, le personnel sanitaire d'hôpital qui... Oui, là aussi, j'ai recroisé ce que disait Boris, c'est-à-dire que la période la plus dure n'a pas été la première, les premiers mois à l'hôpital, qui étaient objectivement les plus durs, bien entendu, dont on peut dire qu'ils étaient, on dirait en espagnol, entre ambos mundos, entre deux mondes. Puisque je descendais au bloc vraiment tous les 4 ou 5 jours, enfin c'était extrêmement difficile quand même, et à chaque fois avec des anesthésies générales, enfin quasiment à chaque fois. C'était vraiment physiquement extrêmement dur, mentalement pour des raisons que vous pouvez imaginer aussi très dur, et en plus avec la mémoire toute fraîche de l'événement qui venait d'avoir lieu et qu'il fallait que j'assimile en quelque sorte. Et pourtant, cette période-là, comme le disait Boris à propos de la guerre, c'est le moment où je me suis senti le plus protégé. Parce que j'étais donc pendant plusieurs mois à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et dans un service où il y avait une équipe qui était vraiment très soudée, pas seulement autour de mon cas, mais autour du mien en particulier, parce qu'il faut bien reconnaître qu'à ce moment-là, en dehors même de la blessure que j'avais, qui pour eux n'avait rien d'exceptionnel. Enfin, physiquement, ils voient des choses terribles, des cancers de la mâchoire qui posent le même type de problème que moi, mais avec des perspectives beaucoup plus noires, puisque c'est la perspective de la maladie. Mais évidemment, je représentais, ça je m'en suis très vite aperçu, et pas seulement à l'hôpital, quelque chose je devais m'en sortir. Pas seulement pour moi, mais pour les autres, et en particulier pour les soignants. Ce n'est pas une extrapolation de ma part, beaucoup d'entre eux me l'ont dit. Et il y a eu cette phrase mémorable, pour moi en tout cas, qu'a dite un jour ma chirurgienne,
qui me suivait et qui me suit toujours, 8 ans après, qui a été, quand elle a fait la greffe, la fameuse greffe de la mâchoire, elle a dit, qui en général fonctionne, mais qui parfois ne fonctionne pas, elle a dit, si ça n'avait pas marché, on allait tous dans le trou. Avec vous. Et le trou, c'était symbolique, puisque effectivement, ici, j'avais un trou. Et je me souviens de cette phrase très frappante qu'elle a dit très spontanément, et qui voulait dire qu'ils avaient fait j'étais devenu un point de... non seulement une mascotte du service, mais vraiment quelqu'un qui représentait le point sensible de leurs efforts pour parvenir finalement à rétablir un peu de civilisation à travers ce qui s'était passé, et dans un pays qui à ce moment-là était janvier 2015 traumatisé par les attentats, moi n'ayant pas vraiment conscience à ce moment-là du symbole que je pouvais avec d'autres représenter, parce que tout simplement j'étais dans la lutte très concrète, très physique et mentale à l'intérieur de l'hôpital, voyez. Donc et c'est plus tard, dans un deuxième temps, quand ça allait déjà un peu moins mal, dans un autre hôpital où j'étais en récupération pendant des mois, que j'ai commencé à me sentir plus mal, parce que d'une part je revenais je sortais du SAS pour revenir vers une réalité qui était celle des contacts à l'extérieur, avec l'extérieur, et j'ai un souvenir très précis des premières fois où je suis sorti tout seul dans la rue de l'hôpital pour très peu de temps. N'en ayant a priori pas le droit. Normalement, je devais sortir uniquement accompagné par les flics, les policiers. Mais à un moment donné, j'ai commencé à sortir seul. Et je faisais vraiment le tour des Invalides, puisque j'étais à l'hôpital des Invalides. Et je me souviens, je rentrais dans une supérette où il y avait des petites galeries de tableaux, je rentrais comme ça. Et j'avais vraiment l'impression d'être un nouveau-né, qui affrontait le monde, et ça dit aussi des choses d'ailleurs sur les enfants, c'est-à-dire que je retrouvais cette sensation qui est celle des enfants, c'est-à-dire que 10 mètres carrés sont le monde entier, avec un univers entier à découvrir, à peu près comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique, ou en l'occurrence Cuba et les îles devant. Et en fait, c'était cette sensation simplement sur un bout de trottoir qui me faisait traverser le boulevard des Invalides pour aller à la supérette du coin. Et en vérité, cette sensation à la fois très déstabilisante et très inquiétante que j'ai éprouvée à ce moment-là, et que j'ai essayé ensuite de restituer par l'écrit, et qui tout à coup continue à m'habituer, qui continue à m'habiter. Je pense vraiment, très souvent, que je regrette de l'avoir perdue, ou en tout cas qu'elle se soit un peu dissoute avec le retour progressif à ce qu'on appelle la réalité, parce que tout simplement, cette super réalité, c'était ce dont l'écrivain avait le plus besoin, et je pense a toujours besoin. Voyez, donc, mais j'imagine de la souffrance en ce moment. Oui, il y avait beaucoup de souffrance. Alors, j'allais dire, moins il y avait de souffrance physique, encore que chez moi, elle n'a jamais été énorme. Il y en a eu, mais c'est compliqué l'histoire de la souffrance, parce que on s'habitue à l'état dans lequel on est. Voyez. Donc, on souffre, mais à partir d'un certain moment où on a des sensations extrêmement bizarres, je parlerai plutôt en termes de sensations, mais ces sensations deviennent tellement ordinaires, et les moments où elles vous surprennent relèvent tellement lui-même de l'ordinaire, vous êtes habitué à l'extraordinaire, que finalement, en tout cas moi, je m'habituais à ça, ça devenait mon habitude. Et d'une certaine façon, j'ai toujours des sensations tout à fait étranges, que si tout à coup, là, je les plaquais sur vous, mais là, vous foncez tout de suite chez le médecin, paniqué, vous voyez. Mais moi, j'ai l'habitude. Donc on s'habitue, en tout cas, jusqu'à un certain degré à ça, vous voyez. Et donc c'était plutôt d'ordre... c'était sortir de ce cocon qu'avait été l'hôpital, un hôpital dans un service d'urgence avec des cas très lourds, pour progressivement à revenir à une vie, et je ne voulais pas revenir à cette vie. J'avais beaucoup de mal.
Voilà. Et depuis quand vous diriez que vous avez une vie à nouveau normale, comme vous avez dit avant? Je dirais que c'est venu progressivement, mais je dirais qu'elle est plus, de toute façon, elle n'a plus jamais été comme avant pour tout un tas de raisons, ne serait-ce que professionnellement. J'ai commencé à travailler beaucoup plus de chez moi et à ne plus aller dans les journaux pour lesquels je travaille. À voir beaucoup moins de monde que je n'en voyais. J'avais une vie socio-professionnelle, comme on dit, vraiment très chargée. Elle l'est beaucoup moins. Et pour le reste, je dirais qu'il m'a fallu progressivement 3-4 ans. Hein, okay. 3-4 ans. Et les personnes qui ont la haine, beaucoup de fois sont des personnes incultes, mais de fois on se trouve que les personnes qui doivent être informées du danger des personnes qui vivent dans la haine sont aussi incultes. Comment est-ce qu'on peut aider à guérir ou améliorer cette situation, en votre opinion? C'est une culture qui existe de deux côtés. Des personnes qui hainent, ils sont capables de tuer, et des personnes qui ne voient pas le danger d'autres personnes, parce qu'il manque de l'information. Alors c'est toujours difficile d'ouvrir les yeux. Et je crois qu'on a tous tendance à chercher à ne pas voir ce qui risquerait de nous angoisser. Je viens de définir le déni. Et c'est vrai que dans les années d'après-guerre, la France, l'Allemagne ont pratiqué le déni. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y avait des films disant que les assassins sont parmi nous. Le titre du film voulait dire « Quelques Allemands étaient nazis, mais nous, on ne l'était pas ». Or, les sondages, les votes ont été massifs par un peuple le plus cultivé d'Occident à cette époque-là. C'est pour ça que quand j'entends parler des Allemands en disant c'était des barbares, c'est pas vrai. C'était le peuple le plus cultivé d'Occident. C'est ça le problème. C'est ça, comment ce désir de crime intense, parce qu'il n'y avait pas que les Juifs. Il y avait les Juifs, les tziganes, les malades mentaux, les homosexuels. Et ce programme disait, c'était clairement écrit et récité, il suffit de mettre à mort et de tuer ces 15, 20, 30 millions de personnes, et vous allez donner 1000 ans de bonheur aux autres. Vous tuez 15 millions de personnes et ça va vous rendre heureux. Hein, vous voyez le programme un peu. Il y a des tas de gens cultivés qui ont gobé ça. Alors je pense qu'on est très doué pour ne pas ouvrir les yeux. Et Hannah Arendt, que j'ai beaucoup fréquenté ces dernières années, Hannah Arendt dit le seul moyen d'avoir sa liberté intérieure, c'est justement d'ouvrir les yeux. Mais si on ouvre les yeux, on risque d'être seul. Parce que l'avantage du slogan, c'est que, un, on n'a pas à réfléchir, et deux, on éprouve un sentiment euphorisant de solidarité. On est tous ensemble, on dit tous les mêmes mots en même temps. Qu'est-ce qu'on est fort! On pense pareil, on adore les mêmes dieux, on adore les mêmes philosophes, on a les mêmes mots, on est vraiment frères. Donc c'est un piège de la pensée qui arrête la pensée, puisque le slogan, Hannah Arendt emploie le mot robot. Le slogan robotise les hommes. On dit tous la même chose au même moment, et on voit que le nazisme, ces gens intelligents, je vais citer Brasilac, que personne n'a lu Brasilac, moi je l'ai lu. C'était un autre, il y a peut-être des gens dans la salle qui l'ont lu, c'était un auteur d'avant-guerre qui est très intelligent, très élégant, et qui raconte comment il est pris par l'hypnose de la foule, la mise en scène théâtrale. Il arrive, il monte les escaliers, les phares le croisent et le mettent en valeur, les oriflammes claquent, les tambours roulent, je pleure. Il arrive, c'était Hitler. Pas un mot, que de la mise en scène
que de l'extase, et ce gars intelligent est pris. Son âme est prise, il est embarqué, il arrête de raisonner parce que l'émotion l'embarque. Et on voit que dans les phénomènes de foule, c'est archi classique. Hein. On perd sa liberté intérieure quand on se laisse embarquer par une mise en scène. Et d'ailleurs, en disant ça, ça me rappelle que mon ami d'Almeida m'a montré les photos de Hitler préparant ses discours. Il avait demandé à un chanteur d'opéra de venir lui donner des postures, des leçons de posture, que Charlie Chaplin d'ailleurs a étonnamment bien dépisté Dans le Dictateur. Dans le Dictateur avant la guerre, où il fait les crimes, les gestes que Hitler allait faire ensuite. Peut-être que Hitler avait vu Charlie Chaplin, peut-être. C'est peut-être Charlie Chaplin qui lui a servi. Oui, Et j'ai vu les photos, donc il apprenait à provoquer des extases. Il avait le don qui provoquait les extases, mais qui arrête la pensée. Quand on pense, on hésite, on se regarde, on cherche, on tâtonne, on se trompe, on bafouille. Alors que quand on est convaincu, tagada, 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 soin de soin, on dit tous ensemble, et on arrête. Qu'est-ce qu'on est bien ensemble? Et surtout, c'est agréable parce qu'on arrête de penser. Et Philippe, tu veux dire quelque chose? Non, c'est... ouais, moi aussi, j'ai un peu lu Brasillac, et qui était un spécialiste de... Il était très fort en grec ancien, très bon critique de cinéma aussi. Donc c'est intéressant, parce que c'était vraiment ce qu'on appelle un intellectuel. Hein. Donc ce qui est toujours intéressant, c'est une banalité, mais se souvenir que des très bons intellectuels peuvent dériver dans ce que expliquait Boris, finalement de manière, ce qui est terrible, de manière tellement facile. La pente est glissante. Pour le reste, oui, moi je suis pas un spécialiste de la psychologie des foules ni de l'éducation, mais ce qui me semble par rapport à la question que vous posiez, c'est que, je vais dire une banalité, tout passe par l'éducation. Donc moi je pense tout simplement que pour en arriver à ce que dit Boris sur le fait que il faut ouvrir les yeux pour regarder les choses telles qu'elles sont, il faut évidemment avoir eu une éducation solide qui permette d'affronter la solitude que ces yeux ouverts finalement exigent. Il faut en passer par le moment où l'on est seul pour affronter les problèmes, de même qu'on affronte les textes, de même qu'on affronte les œuvres d'art, de même qu'on affronte ses amis, sa femme, son mari, toutes les situations qu'on a dans la vie et toutes les œuvres. Et donc c'est l'éducation qui permet de ça. Ce qui est très intéressant, moi je ne parle que pour la France, c'est de voir à quel point il est facile de faire sombrer l'éducation populaire en n'y mettant ni les moyens pour la formation, ce qui est en train de se passer en France actuellement. Ici je ne sais pas, mais en France c'est tout à fait le cas, et c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on la voit sous nos yeux arriver, et on en arrive évidemment de toute façon plus ou moins marginalement à la fameuse phrase de Goya: le sommeil de la raison engendre des monstres. Hein, c'est un de vos compatriotes, Goya, c'est une très célèbre estampe de la guerre napoléonienne, et où il y a cette phrase qu'il a dite sous une caricature. Et ben on voit en France, dans un certain nombre de domaines, et pas seulement qu'en France, terriblement alimenté maintenant par les réseaux sociaux qui favorisent ce dont parlait Boris, c'est-à-dire cette idée que on est bien ensemble et on est dans le bien et on n'a aucune parcelle de mal en soi, ni dans le groupe auquel on est assimilé. Et là, pour ce qui me concerne, c'est quand même quelque chose auquel j'ai pas mal pensé quand j'étais à l'hôpital. Il y a pour moi aussi, entre autres, on pourrait citer d'ailleurs des grands écrivains allemands, mais il y a un excellent antidote de langue allemande, c'est Kafka. Kafka, c'est absolument à l'opposé de ça. C'est-à-dire que Kafka a une conscience très forte du fait que le mal est en chacun de nous, et que c'est un examen méthodique. Alors lui, il va très loin dans l'autre sens, de manière presque invivable.
mais c'est un examen méthodique de ses propres actions jusque dans le moindre détail, sans aucune complaisance, sans aucune vanité, qui peut conduire à être tout simplement finalement un peu plus humain. Hein. Et donc, alors là, Kafka, c'est le produit d'une très longue et très forte culture juive d'Europe centrale, qui est précisément celle que les nazis ont voulu liquider. Et sont largement parvenus à liquider. Heureusement, pas entièrement. Donc c'est pour moi voilà, un très très bon antidote. Et c'est intéressant parce que quand on lit Kafka, on passe toujours par un moment, si on le lit vraiment, où on se sent seul. Lire la Métamorphose, lire le procès, lire ses petites nouvelles et lire ses lettres, c'est toujours une expérience intérieure difficile parce que je trouve qu'il renvoie le lecteur à la difficulté d'être dans un monde où effectivement le mal n'est pas seulement ailleurs, il est là et il est là. Hein, et donc il faut vivre avec et il faut se surveiller. Et j'ai une question. Est-ce qu'en France, on vous invite de participer dans des écoles, parler aux gamins pour un peu partager ce que vous avez vécu avec les générations plus jeunes? Oui, moi ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Il y a des fois où c'est tout à fait... il se passe des choses incroyables. J'ai juste raconté une histoire qui n'est pas très ancienne. Donc il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, si j'y vais, c'est assez rare parce que le problème, c'est qu'à ce moment-là, évidemment, que je le veuille ou non, je représente Charlie. Ce qui fait que si je vais dans des lycées ou des collèges de banlieue, de la banlieue française, c'est compliqué. Une des dernières fois où j'y suis allé, parce que je connaissais la professeure de français qui fait un travail très fort avec ses élèves sur ce plan-là, les policiers ont tout fait pour me convaincre de ne pas y aller. Et elle, de son côté, elle a eu besoin de l'accord, pour dire ça à l'équivalent espagnol, c'est à tous les niveaux, quasiment jusqu'au ministre, mais c'était jusqu'au recteur, donc qui est le ministre local, quoi, de la région. Tous les niveaux de l'administration, et vous savez ce que c'est qu'une administration, ont dû donner leur accord pour que je puisse aller passer 1 heure dans une classe pour parler de mon livre et à travers ça une partie de l'expérience à ces élèves qui étaient donc pour l'essentiel des élèves c'était une terminale, c'est un lycée de banlieue, donc d'une banlieue assez difficile. C'était beaucoup des filles qui en voulaient, mais je me souviens de la classe, c'était essentiellement des enfants d'origine africaine, arabe ou Afrique noire. Il y avait un blanc. Et ça s'est formidablement passé. Et mais ce qui était très intéressant, c'est comment je suis arrivé. Je suis arrivé accompagné, moi je voulais y aller seul. Les flics m'ont dit pas question. Je suis arrivé dans une voiture banalisée de la police. Et il y avait une série de policiers qui m'attendaient, plus les policiers locaux, et il y en avait un à toutes les encoignures des escaliers, des couloirs de lycée qui étaient très grands. Donc j'avais l'impression d'être un ministre. Donc le problème, c'est que je venais parler à des adolescents. Et il fallait qu'il y ait quand même un minimum de naturel. Vous voyez ? Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais... comment ça va se passer, quoi. Enfin, et puis finalement ça s'est très bien passé parce que on en revient toujours à la question des hommes. Moi finalement j'ai vu ces gamins, comment ils me regardaient, et surtout ils avaient été bien préparés, éduqués en amont, c'est-à-dire qu'en gros elle leur avait fait lire des passages de mon livre et ils avaient étudié ces passages, donc ils ont posé des questions à partir du livre, et donc ça s'est extrêmement bien passé. Mais si vous voulez, pour vous dire, vous voyez, il a fallu passer tous les préjugés, toutes les peurs, et de manière extrêmement concrète. Et les policiers, je leur en veux pas, ils ne faisaient que leur travail. Mais ce travail est le produit d'une société qui a peur. Donc voilà, moi j'avais pas peur. Mais mon entourage, par exemple, mes amis, eux, ils avaient peur.
Puisqu'ils voyaient les policiers qui disaient n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Et je peux vous garantir qu'ils ont vraiment mis la pression pour que je n'y aille pas. Donc voilà, c'est un exemple parmi... Merci. Il est arrivé la même chose dans un domaine très différent. C'est-à-dire que j'ai été invité au lycée Jacques Decour à Paris, où j'avais été lycéen, pour parler de la Shoah. Et quand je suis arrivé, les profs du lycée manifestaient en disant « si on invite un juif, il faut inviter un palestinien ». Or, j'ai donné des cours en territoire palestinien, j'ai été très bien accueilli par les Palestiniens, j'ai dirigé des thèses de palestiniennes que j'ai invitées chez moi à Toulon, que j'ai beaucoup aidé sur le plan intellectuel et sur le plan financier, sur le plan... J'ai cherché à les aider. Je n'ai eu aucun problème avec les Palestiniens qui savaient très bien qui ils invitaient. J'ai eu des problèmes avec les jeunes qui récitaient ce qu'on leur disait de dire. On a un exemple d'esprit totalitaire qu'on est en train de laisser se développer chez nos jeunes. Que c'est chez nos jeunes, que ce soit des Noirs, des Africains, des Arabes, ce sont nos jeunes. Et on est en train de laisser se développer chez eux exactement ce que je suis en train de dénoncer. Il faut qu'ils apprennent à réfléchir. Les Palestiniens m'ont accueilli. J'ai dit, vous savez qui vous a... Quand j'ai été invité, je leur ai dit, vous savez qui vous habitez? Ils m'ont dit, on connaît parfaitement, et j'ai été très bien accueilli. On a travaillé ensemble, on continue encore à travailler ensemble. Ça n'est pas possible avec certains jeunes de nos banlieues. Et je vais continuer avec une question au sujet du cas de Salman Rushdie. Est-ce que la haine, il y a un moment où elle finit? Apparemment, elle finit jamais. Il n'y a pas une date de caducidad, je ne sais pas dire ça en français, je ne sais pas. Vous savez, Philippe? Merci. Alors moi, je dirais qu'il y a des dates. Le jour où Mitterrand et Helmut Kohl se sont pris par la main. Sur le plan symbole, ils signifiaient préverbalement, paraverbalement, c'est fini. À partir de maintenant, on met en place un autre moyen de vivre ensemble. Alors, les Allemands, comme les Français, ont pratiqué le déni dans les années d'après-guerre, ce qu'on peut pardonner. Hein. On peut pardonner le déni. Ils avaient besoin, il fallait reconstruire la France, qui était ruinée. Il fallait reconstruire l'Allemagne, qui était encore plus ruinée. Donc, on peut pardonner. Moi, j'ai le souvenir, dans les années d'après-guerre, d'une gaieté française extraordinaire, qui a peut-être un peu disparu maintenant. On parlait tout à l'heure de la gaieté espagnole, alors que moi j'ai connu l'Espagne à l'époque où les Espagnols n'étaient pas très gais. Hein. Et donc c'est le contraire. Donc ça veut dire que un mouvement... Alors là, je pense que les écrivains, les cinéastes sont nos porte-paroles. Et là, eux, ils peuvent mettre en scène ce qu'on n'ose pas dire, ce qu'on ne sait pas dire. Eux, ils peuvent le mettre en scène. Donc les comédiens, les écrivains sont nos porte-paroles. Et si on n'est pas d'accord, on dit je ne suis pas d'accord avec ça, il écrit ça dans son livre. Et on élabore, on travaille. C'était la fonction du théâtre chez les Grecs. Le théâtre grec avait une fonction démocratique, c'est-à-dire que les comédiens mettaient en scène les problèmes de la cité, on fermait le théâtre et les citoyens devaient en débattre, mon œil, ils se disputaient tout le temps, quoi. Mais ça faisait partie de la fonction démocratique. Et alors que là maintenant, il y a un moment où, qu'est-ce qui fait qu'on a commencé en France à oser parler de la Shoah à peu près en 1985, et pas avant. C'est parce alors schématiquement, au milieu des années 80, il y a eu le film de Claude Lanzmann, il y a eu Primo Levi qui en 1947 avait fait 700 exemplaires, en 1985, 200 exemplaires, c'est moins que vous, mais c'est quand même pas mal, quoi. 200 exemplaires, Chirac, qui a reconnu le crime du gouvernement de Vichy. Il n'a pas dit le crime de la France. Il a bien dit le crime du gouvernement de Vichy. Et parce que la France est quand même le pays qui a le moins tué les Juifs. Donc il a bien fait de ne pas dire la France. Alors donc il y a un moment où une période sensible est réalisée, et je pense que la fonction des artistes, des écrivains, des philosophes, des fabricants de mots, c'est justement de créer une période sensible où on peut changer.
mon fils a fait Erasmus, avec les Allemands et les Autrichiens. J'ai la chance d'habiter au bord de la mer. Tous les étés, j'ai plein de petits Allemands, plein de petits Autrichiens chez moi, et qui posent des questions que j'aime beaucoup parler avec eux, parce qu'ils posent des questions d'enfants. Comment c'est possible ça? Eux, ils sont démocratiques, ils récitent pas. Ils posent des questions. Expliquez-moi, je comprends pas. Mais vous êtes sûr que ça? Ils élaborent. Eux, ils ont une fonction démocratique, alors que les gosses que vous avez cités, et que j'ai cités aussi, hein, dans des conditions à peine différentes, eux, ils sont déjà piégés, ils récitent et ils ont perdu leur liberté intérieure en se soumettant à un doxa. Et Philippe, est-ce que tu veux dire quelque chose sur la caducité de la haine? Bon, alors si on parle de la passion elle-même, c'est comme en chimie, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc la haine change d'objet. Maintenant, pour prendre un exemple très particulier qui me touche, c'est intéressant d'ailleurs, je pense, celui de Charlie Hebdo, le journal, il continue à être l'objet d'une haine féroce, et pas seulement d'ailleurs de la part des islamistes. Hein. Et en fait, c'est intéressant, ce qu'on voit très bien, c'est que on vit tellement largement dans un univers où les gens jugent sur des abstractions, du fait de la technique, encore une fois, des réseaux sociaux, que en fait Charlie est piégé par le symbole qu'il est devenu. La question de savoir s'il a contribué à être ce symbole ou pas, à mon avis, est secondaire. C'est un journal qui a continué toujours à faire ce qu'il faisait depuis 30 ou 40 ans, enfin même plus que ça, avec des interdictions d'ailleurs. Ce qui était intéressant, c'est que dans le passé, dans les années 70, les interdictions venaient de l'État. Donc l'État, c'était simple. Maintenant, c'est très différent puisque la violente volonté de censure vient très rarement de l'État. Elle vient plutôt de cette espèce de magma indifférencié de groupes sociaux plus ou moins déterminés qui s'assimilent encore une fois sous l'idée qui représente le bien et le bien sous forme d'ailleurs en général de victimes agressées par quelque chose de mal. Donc Charlie représente cette entité maléfique pour un certain nombre de gens. Et donc la haine se porte, et cette haine s'éteindra, pour répondre à votre question, j'imagine, le jour où Charlie cessera d'être ce symbole. Quand ce jour arrivera-t-il, je n'en sais rien. Je souhaite que ce soit le plus rapidement possible, parce que c'est très fatigant. Comment vous dire ça ? Quoi qu'on pense par ailleurs parce que moi je ne suis pas dessinateur et mes textes ne sont pas, je ne crois pas, de l'ordre de la caricature. Vous voyez, je ne suis pas quelqu'un de très agressif. La caricature, c'est agressif. Il n'y a pas de caricature sans agressivité. Mais donc, il se trouve que pour des tas de raisons, j'y suis et évidemment, je reste très lié à ce journal. Comment vous dire il est très fatigant, et je le vois pour les dessinateurs en particulier, d'avoir à répondre ou affronter toute la journée des gens qui ne comprennent absolument rien à l'esprit de la caricature et qui se mêlent en permanence de le juger. C'est parce que c'est une espèce de... C'est le mythe de Sisyphe. On passe son temps à rouler sa boule, qui retombe, et puis on recommence, et ça ne sert à rien, parce que de toute façon, tous ces gens ne comprennent pas ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Mais ça me surprend que ça passe toujours. J'imaginais que ça passait avant l'attentat, mais ça me surprend. Non. Moi, j'ai même le sentiment, je vais faire un peu de mauvais esprit, que une fois passé le délai de deuil, qui a suivi l'attentat, qui a duré, suivant les gens, les groupes, un certain nombre de temps. En fait, un certain nombre de groupes et de gens ressentaient doublement une rage à l'égard de Charlie parce qu'il était devenu incritiquable à cause de ce qui nous était arrivé. Et ça les rendait furieux.
Donc dès qu'ils ont senti que la fenêtre s'ouvrait de nouveau pour pouvoir non seulement critiquer, mais dire le plus grand mal possible de ce journal, ils l'ont fait. Et en vous disant ça, je ne suis absolument pas en train de dire qu'il ne faut pas critiquer ce journal et que, bien entendu, c'est un journal qui est parfait. Comme c'est un journal agressif, puisque c'est un journal de caricature, il est tout à fait logique et compréhensible et naturel qu'il soit attaqué. Mais il y a attaque, et puis il y a menace de mort, et puis il y a insulte permanente. Vous voyez, là encore, il y a des gradations dans la critique. C'est vraiment un phénomène très intéressant, la question d'être piégé par le symbole qu'on est devenu, qui est une question de notre époque, de toutes les époques, mais la technique a permis à notre époque d'en faire vraiment une question centrale dès qu'on rentre dans une espèce de sphère qu'on va qualifier de célébrité, de célébrité agressive. Maintenant, nous passons aux questions de public. ¿Alguien quiere preguntar algo? A Philippe y a Boris. Bonsoir. Est-ce que vous voyez des similitudes entre l'attitude du peuple allemand à l'époque du nazisme et l'attitude de négation du peuple russe face à la guerre en Ukraine? Non, franchement, je ne peux pas répondre à cette question parce que je me sens tellement incompétent que je ne pourrais dire que des banalités ou des erreurs, enfin commettre des erreurs. Donc je ne peux pas vous répondre là-dessus. C'est pour ça que j'aurais préféré qu'il réponde parce que mais j'ai à peu près... on peut faire des analogies, mais pas des similitudes. C'est-à-dire que on peut dire... Poutine l'a fait, hein, il a dit les Ukrainiens sont des nazis. Zelensky, sa langue maternelle, c'est le russe. Les Ukrainiens ont participé à la beauté de la culture russe et de la culture polonaise. Donc je pense que pour déclencher une guerre, il faut désigner l'autre, et le mal désigné, ce sont des nazis. Alors les Ukrainiens, pendant la guerre de 40, n'ont pas toujours été tendres. Hein. Il y a eu quand même le massacre de Babi Yar, il y a quand même eu des massacres effrayants de la part des Ukrainiens. Les Polonais non plus n'ont pas été tendres. Hein. Les Tchécoslovaques et les Roumains et les Hongrois non plus. Mais je pense que je me méfie un petit peu de ces analogies que je crois abusives. Je pense qu'il y a... je suis pas très compétent en politique, hein, c'est pour ça que je peux en parler. C'est que je pense que Poutine se sert d'image, il se sert d'image pour déclencher des processus émotionnels. Mais ça ne correspond pas à ce que j'ai vécu en Pologne, en Ukraine ou en Russie. Mais sur le plan, pour déclencher des phénomènes émotionnels, ce que vous venez de dire, c'est utilisé. Mais en fait, moi, ma réponse personnelle à ça, ça a été de lire... vous voyez, en général, je réponds à des phénomènes aussi horribles que celui-là en lisant des livres par lesquels j'essaie de m'instruire. Donc, par exemple, j'ai lu Stalingrad d'un historien anglais très fameux, Anthony Beevor, qui raconte dans le détail la bataille de Stalingrad. Parce que comme c'était une des batailles qui reste dans le sous-texte de ce que Poutine dit, c'est la grande guerre patriotique, dont le basculement, on le sait, a eu lieu entre autres à Stalingrad. Je me suis dit, c'est intéressant de voir comment les Russes et les Allemands à cette époque-là se sont affrontés dans cette épouvantable boucherie qui a été si déterminante pour la guerre et pour l'avenir de l'Europe. Donc j'ai lu ça, et puis maintenant, vous voyez, je suis désespérément classique, je relis un auteur russe que j'aime beaucoup, Tourgueniev. Ce qui me renvoie au 19e siècle et comment vous dire, à ce moment de la Russie où l'impression que j'ai toujours eue est que quelque chose aurait pu être possible qui aurait amené ce très grand peuple à plus de civilité. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait, pour des tas de raisons
qui sont liées à la longue histoire de cette civilisation, à sa violence, à la violence subie par les gens, à l'autocratie. Vous voyez, tout un tas de choses qui ont fait que finalement, effectivement, Poutine s'inscrit dans une très vieille tradition russe. Hein. Ça, voilà. Mais donc, moi, je me console en lisant les auteurs russes que j'aime. Et il se trouve que ce pays qui a subi et subi de telles horreurs et commis de telles horreurs a une des plus grandes littératures qui soit. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos a todos. Ha sido muy interesante. Merci beaucoup, Monsieur Cyrulnik et Monsieur Lançon. Et nada, on vous laisse avec Todd Solondz y Cortés. Gracias.